Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons par les good news. Nous sommes partis pour vous à Tunis à la rencontre du jeune TikToker Joun Garza, très actif dans les réseaux. Pour le bien-être, le docteur Emna Dekili, directrice du centre de thalassothérapie de l'hôtel El Mouradi Gamart, nous parle des bienfaits du parcours biomarin. Pour la culture, il est là avec nous. Fordis Juvenal Bama, alias le Black breton artiste qui nous parlera de son actualité. Et dans l'instant coaching, elle est là avec nous, la grande Hélène Kibaro, coach artiste. Eh bien, elle nous parlera d'un sujet qui nous touche tous, les blessures de l'âme. Bonjour Hélène, comment allez-vous? Bonjour Inda, je vais bien. Et vous? Ah, très bien, très bien. Aujourd'hui, nous sommes aussi avec Fordis. Bonjour Fordis. Oui, bonjour Inda et à tous les téléspectateurs de tout couleur, tout en couleur sur ER TV. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, Fordis Juvenal, il est en direct de la Bretagne. On aime la Bretagne. Hein. Absolument, il y a la mer. Hein. Ah oui, exactement. Et dans l'instant bien-être, on va parler justement des bienfaits de l'eau de mer. Mais là, on va commencer, je vous embarque dans les good news. Alors, on va commencer par notre rencontre à Tunis avec le jeune Joun Garza. Il est TikToker, on le voit, il fait plein de vidéos avec sa maman chérie, tout le temps sa maman derrière. Et il est aussi directeur marketing des pâtisseries Garza à Tunis. Je ne sais pas si tu as connu ces pâtisseries, c'est des petits sablés. Ah, un délice. Ah là là, ah oui, allez, je vous embarque tous les deux. On regarde ensemble. Bonjour à tous, dans la rubrique Good News, regardez avec qui je suis là. Oh, c'est lui, c'est Joun. Joun, c'est plutôt vous la star, Madame Hinda, vous allez bien? Ça va? Bien. Ça me fait super plaisir de vous voir. Donc c'est Madame Hinda, donc voilà, on a déjà eu une collaboration ensemble dans sa chaîne télévisée qui s'appelle RTV. Donc aujourd'hui, elle est en Tunisie, puis on a eu la chance, Exactement. pour pas dire le hasard, de se rencontrer. Et puis voilà, actuellement on est accompagné de Madame Hinda. Et moi, voilà, Joun Garza. Ah, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer Hinda? Franchement, ça fait très plaisir parce que je ne m'attendais pas du tout. Je m'avais envoyé un message par hasard il y a quelques jours. Ouais. Alors qu'on en avait parlé il y a quelques mois, vous savez, voilà, vous allez arriver à Tunis, tout ça. Et donc, j'étais pas forcément au courant de quand vous allez arriver. Et donc là, vous êtes arrivé. Donc, c'est un plaisir de vous voir maintenant à côté de moi. Moi, je D'accord? croyais qu'il allait m'apporter des pâtisseries Garza, mais il y en a Demain, dès qu'elle vient à la pâtisserie, elle aura des pâtisseries, elle aura des sablés Garza. Ah, Notre spécialité, voilà. Parlez-nous un petit peu de cette spécialité-là. De cette spécialité ou de la pâtisserie en question? La pâtisserie. La pâtisserie. Ok, ça marche. Bon, vous faire rêver, c'est pas mon objectif, mais je veux quand même vous parler de la pâtisserie Garza. Donc nous, on a été créé en 1934, à l'époque de mon arrière-grand-père, d'accord, en Tunisie. Donc c'est une pâtisserie italienne. Donc nous, on fait des gâteaux artisanaux. Donc c'est un peu ça notre label, des pâtisseries artisanaux faites à la main, pas aux machines. Voilà, et donc depuis 1934, on crée des gâteaux qui sont toujours de la même qualité. On prend la qualité et la quantité. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment amélioré la pâtisserie, on n'a pas vraiment augmenté tout ce qui est quantité, tout ça pour vous garder à nos clients, à garder nos clients, voilà, de la qualité un peu de Garza, de sablés, des gâteaux, tout ça. Voilà, donc la plupart on va dire, nos spécialités qui sont les sablés Garza, les gens viennent des quatre coins du monde vraiment pour goûter les sablés Garza. Parce qu'apparemment, c'est un goût d'enfance. Voilà, la plupart du temps, quand ils viennent ici, voilà, à la pâtisserie Garza, on me dit, voilà, moi, c'est mon goût d'enfance. Voilà, moi, je me dis, à l'époque, je connaissais ta grand-mère, ta mère, enfin, ta mère, non, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, voilà, tout ça. Donc voilà, il y a à chaque fois des petites anecdotes comme ça. Là, par exemple, avant-hier, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, voilà, moi, je connais Garza depuis 40 ans. À chaque fois, je viens prendre mes sablés tous les dimanches. Et la qualité n'a pas changé depuis le temps. Toujours la même recette. Toujours la même qualité, la même recette. Voilà, on n'essaie pas de changer parce qu'on ne va pas changer une équipe qui gagne, je pense. Voilà. Ouais, Parfois, on nous dit d'innover les gâteaux, de créer des nouveaux gâteaux, tout ça, mais c'est pas vraiment l'objectif de créer des nouveaux gâteaux. Nous, on veut que nos gâteaux soient, on va dire, authentiques. Vous voyez, des gâteaux qui se datent bientôt un siècle. Voilà, donc là, on fait en sorte de les garder, de les vendre et de satisfaire nos clients. Des recettes secrètes, en fait. À peu près, on va dire ça. On va pas les dévoiler en live ici. Non, on va pas dévoiler. Alors, il n'y a pas un petit sketch pour nous, rien que pour ceux qui nous suivent. Ok, de la pâtisserie?
comme tu veux. Allez. Bon, moi, il y a beaucoup de sketchs qui arrivent, bon, dernièrement, mais surtout, il y a un sketch, bon, je sais pas si je vous en avais parlé auparavant ou pas, mais le sketch de la bombe qui a atterri à la pâtisserie pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une bombe de 250 kilos qui a atterri à la pâtisserie, d'accord? C'est-à-dire, elle a fait un trou, pareil, dans le bâtiment, tout ça, elle a atterri au milieu de la pâtisserie, mais elle n'a pas explosé. C'est pour ça que je suis là actuellement à côté de vous et que la pâtisserie Garza existe encore. C'est grâce à cette chance. Voilà, rien n'est un hasard, vous voyez, comme on l'avait dit. Le hasard Donc, n'existe pas. voilà, donc là, il y avait la bombe qui a atterri de 250 kilos à la pâtisserie. Donc, il n'y a pas eu de dégâts physiques, il n'y a eu que des dégâts matériels. Après, on a appelé des démineurs pour déminer, on va dire, tout ce qui est bombe et tout ça. Ça a pris, je pense, quelques jours. Et après, tout est redevenu comme avant. Et la place où la bombe est tombée, c'est devenu notre table de pâtissier. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, Ça y donc, est, l'emplacement, voilà. voilà, emblématique. Ah, voilà, maintenant on a Là, une il y table avait de la bombe. pâtissier, c'est là-bas, c'est où la bombe était tombée. Voilà. Bon, la bombe n'est plus là-bas, hein, on l'a enlevée, bien évidemment, évidemment ça. Et voilà, c'était, voilà, ça avait fait un petit trou, un petit cratère. Voilà, bon, on a cimenté tout ça. Bon, c'était à l'époque de mon grand-père. Hein. Moi, Ouais. j'étais pas encore né, et je ne fais que raconter ce que mon père m'a raconté, d'accord? Bon, allez, June, Ouais. je sais. June, c'est aussi un TikToker avec presque 100 000 abonnés quand même. Hein, 100 000 abonnés. Bon, comment ça se fait? C'est quoi le secret? Allez, donne-nous le secret là. Bon, il n'y a pas vraiment de secret, c'est simplement pendant la Covid-19, je me suis dit pourquoi pas faire un autre truc. Voilà, j'étais en train de m'ennuyer chez moi, je regardais d'ailleurs Choufli Hall. Je sais pas si vous connaissez Choufli Hall. Mhm. C'est une série tunisienne qui est très connue. Et à un moment donné, je me dis bon, je m'ennuie quand même, ça fait quelques jours qu'on est en confinement et j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de tester un nouveau truc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas rentrer dans la tendance TikTok. Vous savez, il y avait beaucoup de vidéos Ouais. très très drôles sur TikTok, des gens sont très créatifs. Du coup, je me suis dit bon, pourquoi pas essayer, tenter une vidéo dedans. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo, ça a très bien marché. J'en ai fait une autre et après il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire d'autres vidéos et j'ai eu beaucoup d'encouragement tout ça. Du coup j'ai continué jusqu'à arriver aujourd'hui maintenant. D'ailleurs il y a un nouveau court métrage qui est sorti sur Instagram. Voilà, parlant de ça, c'est un court métrage apparemment que beaucoup de gens ont adoré. Voilà, donc c'est-à-dire ça a pris beaucoup de temps. C'est à Corba avec mon collègue Abdelkader Guedana qui a été le réalisateur. Donc il a voulu me faire confiance et donc il m'a contacté sur Instagram pour être l'acteur principal du court Oui, j'ai métrage. vu ça. Voilà. Donc ça m'a fait très très plaisir. Merci beaucoup Abdelkader Gana si tu regardes cette émission. Et voilà, donc là, actuellement, le court-métrage est sorti depuis hier. Ça fait pas mal de bruit, je pense. Beaucoup de gens ont partagé, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages. Oui, J'ai eu beaucoup d'appels, voilà, donc ça m'a vraiment fait très très plaisir. Et voilà, actuellement, donc voilà, je suis, on va dire, un créateur de contenu. Je crée du contenu dans mes différentes plateformes sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Et aussi chroniqueur, ça m'arrive de temps en temps à passer à la radio, à la télévision, voilà. Alors, donc tu es japonais, italien, né en Tunisie. Allez, comment tu parles en arabe? Comment je parle en arabe? C'est une très bonne question, mais c'est une question assez délicate. Bon, en gros, alors comme j'ai dit que ma mère est japonaise, mon père est italien, mais j'ai vécu toute ma vie en Tunisie, ce qui fait que j'ai pu apprendre le tunisien à travers mes collègues dans la rue, voilà, dans la rue, à travers mes collègues, à travers le tennis aussi, parce que j'étais à l'équipe nationale du tennis en Tunisie. Voilà, donc j'ai eu beaucoup d'opportunités pour apprendre l'arabe, que ce soit avec des personnes, ou que ce soit dans le monde du sport, Ouais. ou même à l'école, ou dans la rue, tout ça. Et voilà, donc aujourd'hui, je parle pas parfaitement en arabe, mais on va dire, débrouille un peu en arabe. Voilà. Alors, Voilà, ça donc fait comment? ça fait bizarre pour beaucoup de gens parce qu'ils voient un visage atypique qui parle en arabe. Donc ça fait bizarre, mais ça fait rire. Et moi, j'aime la diversité culturelle et j'aime bien apprendre. Du coup, j'ai pris du plaisir à apprendre l'arabe. Je suis encore en train actuellement d'apprendre l'arabe et chercher un prof particulier en arabe pour me Ah, perfectionner cette langue. Voilà. d'accord. Mais j'attends là Hein le mot en arabe. Il tourne et tourne et tourne. Alors, Vous voulez quoi comme mot d'arabe? Je sais un pas. lapin. Un lapin. Un lapin. Bon, vous avez pris le mot que j'arrive le moins à prononcer. Al-Nab, c'est comme ça? Comment on dit? Al-Nab. Hein? Al-Nab. Al-Nab. Bon, je sais que le L et le R, il est bizarre. Moi, je parle comme lui. Al-Arnab. Al-Nab. Al-Nab. C'est pas facile. Ah, voilà. Al-Nab. Un autre mot tunisien. Donnez-moi un mot atypique. Donnez-moi un mot que vous aimez bien. Comme vous voulez. Peut-être Tahia Tounes. Non? Ça, je dis bien quand même. Ouais, ça c'est Hein, facile. ça veut dire vive la Tunisie en arabe. Voilà. En plus, tu chantes très bien l'hymne. Bon, non, ça, on va laisser tomber l'hymne national de Tunisie parce que c'est vrai que dernièrement, on me l'a demandé beaucoup de fois et j'ai remarqué que ma voix n'était pas aussi belle que ça en fin de compte. Hein. Ah oui, parce que je me suis enregistré en train de chanter parce qu'on m'a beaucoup de fois menti apparemment. On m'a dit que ma voix était très belle. Je me suis enregistré pour voir ce que ça donnait et finalement, ça me donnait pas un résultat ouf. Hein. Bon, J'étais déçu de ma voix. Bon, c'est Voilà. pas grave. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai voulu, je peux vous faire une petite aparté. Allez, Exceptionnellement. allez, Ok, pour la fin là. pour la fin, bon allez, on va faire ça. Humet el hime ya humet el hime. Halomu mejdi zaman. La kat fi ulukina dime.
Nemutu, Yahya al-Watan. Voilà. Bravo, Merci. Youn Garça. Merci beaucoup, Inda. Merci de ce retour dans l'émission Tout en couleur, dans la rubrique Good News. Et oui, les Good News, et ben c'est ça. Et Ça me c'est fait lui. plaisir. Merci beaucoup, Madame Inda. À très bientôt et bon courage pour la suite. Alors, Hélène, quand on voit ce jeune Youn Garça, c'est vraiment la preuve qu'on peut être jeune, actif, à la fois TikToker, donc présent dans les réseaux, avec un message, en même temps homme d'affaires. À 23 ans. Exactement. Donc c'est énorme. Hein. C'est énorme. On se dit que notre jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas la même qu'avant. Hein. Elle a beaucoup évolué. Cela dit, moi, à 23 ans, je travaillais déjà et à je sais plus, c'était 24 ou 25 ans, j'étais directrice de la boîte de produits de beauté dont je m'occupais. Donc, ah oui. Non, ça devait dépendre en fait. Mais ça va de plus en plus... Oui, c'est de plus en plus jeune quand même que les personnes s'y mettent à être actifs dans la société, oui. C'est sûr. Et vous, Fordis, à quel âge vous avez commencé à travailler? Moi, je suis rentré sur le marché du travail depuis l'âge de 17 ans. Ah ouais, tellement jeune aussi, pareil. Hein. Et là, on voit justement, on a vu avec Youn Garça, hein, jeune, TikToker, dans les réseaux, actif. En même temps, il continue ses études dans le marketing. Très bien. Et il donne aussi des cours donc à l'école. Donc, on voit que on peut être jeune, mais on peut être aussi ambitieux. Et il faut vraiment continuer à croire en ses rêves, c'est important. Hein. Et à transmettre. Et à transmettre, exactement. Alors après les good news, je vous embarque pour le bien-être. Le bien-être, on en a besoin. Nous sommes partis à la rencontre du docteur Emna Dekili, directrice du centre de thalassothérapie de l'hôtel 5 étoiles El Mouradi Gamart. Elle nous a parlé des bienfaits du parcours biomarin que l'on retrouve dans un bassin d'eau de mer naturel, riche en oligo-éléments, minéraux, différents jets d'eau, hydromassage pour relaxer parfaitement corps et esprit. On regarde ensemble. Bonjour, du Thalasso Mouradi Gamart de Tunis. Aujourd'hui, je vous parle du parcours biomarin. C'est une piscine multijet avec un jet cervical, lombaire et des jets en regard des membres inférieurs, avec des exercices effectués devant un jet sous-marin localisé soit sur la région cervicale, soit sur la région dorsale, soit sur la région lombaire et les membres inférieurs notamment. C'est un soin profond, décontractant, tonifiant et améliorant la circulation sanguine. Qu'est-ce que vous pensez de ce soin? Oh, c'est magnifique, j'ai pas de mots. C'est tellement agréable et c'est un privilège d'avoir Thalasso. Moi, je viens 3-4 fois par semaine et j'adore ça. Vous venez à la base pour du stress ou des douleurs? Non, je viens pour me détendre. Ça, la vie, elle est tellement stressante qu'ici, on vient, on oublie tout. C'est tellement agréable. Surtout, c'est l'eau de mer, elle est chauffée et c'est très agréable. Vous venez d'où alors? Moi, je viens d'origine, je suis géorgienne, mais ça fait 33 ans que je vis en Tunisie. Je suis mariée avec un Tunisien. Donc voilà, j'adore ce pays. Vous êtes tombée amoureuse d'un Tunisien et après, vous êtes tombée amoureuse de la Tunisie. Oui, on peut dire c'est Maktoub. C'est le destin. Alors, vous conseillez cette Thalasso à tout le monde? Oui, absolument. Absolument, c'est nécessaire. À vrai dire, c'est très, très, très agréable. Merci beaucoup en tout cas. Pas de quoi, au plaisir. Eh oui, la thalassothérapie, ça fait du bien, hein, Hélène? C'est formidable ça. En plus, on parlait justement des traumatismes. Oui. Aujourd'hui, on va parler dans l'instant coaching des blessures de l'âme. Et c'est vrai que tout ce qui est l'eau, les oligo-éléments, l'eau de mer en particulier, fait énormément de bien. Efface les traumatismes, oui. Donc ça, c'est important. C'est très important. Et puis on le sent dans son corps quand même. Oui, bien sûr, exactement. En plus, quand elle parlait des jets d'eau, de l'hydromassage, pour permettre justement de détendre le corps et détendre les muscles en profondeur, et en même temps, ça détend aussi l'esprit.
On le sait très bien. Hein. Ouais, L'âme et l'esprit sont reliés. absolument. Donc, et le corps physique surtout. C'est ça qui est important. Fordis, en Bretagne, on fait beaucoup de thalasso. Ah oui, effectivement, il y en existe plusieurs. Hein. Ouais, il y Ah a ouais, Saint-Malo, ouais, ouais, hein. Saint-Malo, je crois. À J'avais Saint-Malo, une amie il y a aussi... Quiberon. Ouais, exactement. Et c'est vrai que les vertus de l'eau de mer, hein, c'est très important. Et il faut, comme elle disait, la dame, là, dans son témoignage, elle va souvent Oui. en cure de thalassothérapie parce que c'est important pour son bien-être, en prévention. Ah, elle y va en prévention. Oui. Moi, je connais les noms, là, j'ai dit Quiberon et Mm. Saint-Malo, parce que j'ai une grande amie qui est thérapeute, Ouais. et quand elle n'en peut plus, parce que quand même, elle aide énormément de gens, Bien il faut sûr. qu'elle aille se recharger en thalasso. Elle me dit que c'est vital pour elle. Mais c'est important parce que quand on aide beaucoup les autres, il ne faut pas s'oublier. Ceux qui aident beaucoup les autres, ils ont tendance à s'oublier, malheureusement. C'est un fait. Mais moi, j'ai une piscine spéciale à côté de chez moi où il y a tout ça. C'est pas de l'eau de mer, mais Ouais. ouais, je t'emmènerai. Ah, super, ça c'est important, ça t'emmènerai. c'est bien. Avec les jets d'eau et tout. Ah, avec tout. Ah, 35 G. je 35. connaissais pas cette Enfin, je dis piscine. 35, mais il y en a peut-être 40. Hein, tu Ah vois. ouais. Non, personne ne la connaît. Ah, bah, C'est bon. secret. Bon, c'est bon. Je vais être dans les petits secrets d'Hélène. Alors, après ce bien-être, où est-ce qu'on va? On va à la culture avec notre ami, notre invité, Fordis Juvénal Bama, alias le Breton Black, le Black Breton artiste. Juvénal, avant de nous parler de votre actualité, pourquoi ce nom si long, le Breton Black, le Black Breton? Oui, simplement, c'est pour me familiariser avec mon environnement, en fait. Moi, je suis au milieu des Bretons et c'est parti aussi dans l'aventure que je suis allé dans le monde de la musique. Hein. Ouais. Mes premières chansons, la créativité sur mes plats revisités, que j'ai donné certains noms de nos communes ici en Bretagne. Ouais. Et en ce moment-là, on disait, écoutez, vous êtes devenu un Breton. Et c'est ce que c'est cette appellation-là qui était un refrain tout le temps. Les gens m'appelaient comme ça. Ben écoutez, et c'est là où j'ai trouvé le nom d'artiste, le Breton Black, le Black Breton, quoi, en fait. Parlez-nous un peu de votre parcours qui vous a amené, parce que vous êtes cuisinier, traiteur et en même temps chanteur. Donc vous avez allié la cuisine à la chanson. Oui, effectivement, en fait, j'ai fait un cursus comme tout le monde, hein, et après, j'ai choisi un métier, le métier de l'hôtellerie et de la restauration. Ouais. Qui travaillait dans plusieurs chaînes hôtelières, des groupes, j'ai occupé quand même des postes importants. Il se trouvait un moment, il fallait que je me mette à mon compte, que j'ai créé une entreprise avec des mêmes valeurs de métier de bouche, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai mis un restaurant sur pied, j'ai fait aussi des ventes des plats cuisinés sur les marchés hebdomadaires dans nos communes. Et bon, il se trouve que quand la crise sanitaire est arrivée, on était confinés avec des restaurants fermés et tout. Ouais. C'était un peu difficile pour des restaurateurs. C'est à ce moment-là j'ai commencé à réaliser que je crée des plats et essentiellement utiliser des produits locaux, hein, de nos artisans qui étaient un peu dans la galère. Ils n'avaient pas de possibilités à écouler leurs marchandises. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois créer des plats en utilisant ces produits-là afin qu'ils gagnent un peu. Donc voilà, c'est là où est parti de l'automotive et j'ai commencé à créer des plats, quand vous connaissez un peu, un exemple plus proche, vous connaissez un peu rougail. Rougail, c'est un plat martiniquais et que j'ai revisité, que j'ai donné le nom, le rougail breton. Pourquoi breton? Parce que j'ai ajouté un peu des pommes de terre et des poireaux. D'accord. Et question de valoriser des artisans. Et je sais qu'en utilisant les pommes de terre des artisans qui ne travaillent pas avec la crise sanitaire, ça permet que je gagne, eux aussi ils gagnent. Voilà. C'est ça qui est Je beau. vais trouver là-dessus aussi faire une chanson pour accompagner ces plats-là dans la chanson. Mais je n'étais pas artiste-chanteur, mais quand j'ai créé une chanson, toujours dans le but de valoriser ces plats-là. Et du coup, j'ai eu une rencontre avec un public qui a adoré. La chanson a fait quand même le tour du monde la première fois. Je ne croyais pas.
Et je crois que je m'arrêtais là. Le Non. public me réclame d'autres chansons. C'est là où je me suis lancé. Et dans la force que j'ai des textes. En fait, j'écris des chansons, j'ai des idées. Dans mes rêves, en voyant une situation, même un bruit des enfants, ça me donne des textes, des chansons. C'est ça, C'est en là fait. où est parti. Tout vous Donc inspire, voilà. quoi. Tout vous inspire, Je- Fordis. Voilà. Donc, je dis toujours qu'entre la restauration, les casseroles et la musique et guitare grattée, il n'y a qu'un pas. Les deux vont ensemble. Parce qu'on n'a jamais vu un repas d'un mariage ou d'un anniversaire sans musique. C'est vrai. Ouais. Là où j'avais dit, je dois doubler ma casquette, Mm. à la fois restaurateur cuisinier qui prépare et à la fois aussi faire la musique. Mm. Et comme ça que je serai gagnant dans l'affaire, qu'on peut me payer ma presta de la musique, aussi en même temps ma presta de traiteur, quoi. Voilà. Vous alliez en fait toutes vos casquettes en même temps. Et ce qui est beau aussi chez vous, Fordis Juvenal Bama, c'est que vous êtes aussi un artiste cuisinier qui pense beaucoup aux autres. Le fait justement d'avoir pensé pendant cette période de confinement à tous ces agriculteurs, à tous ces artisans qui se retrouvent malheureusement sans ressources, et le fait d'utiliser les produits locaux leur a permis d'avoir un petit salaire. Et c'est ça qui est important, c'est que vous êtes vraiment un artiste engagé. On le voit hein, à travers toutes vos chansons. Ce sont vraiment des chansons qui touchent toutes les problématiques sociétales qui peuvent arriver justement et qui arrivent encore aujourd'hui. Et c'est vrai que vous œuvrez beaucoup pour un monde meilleur. On l'a vu, hein, on s'est rencontrés lors d'un événement justement pour l'Afrique et pour les bonnes relations entre les pays africains. Et c'est ça qui est beau. Est-ce que dans votre famille, il y a aussi d'autres acteurs qui agissent comme ça pour un monde meilleur? Oui, en fait, on est une famille très culturelle, mais on a eu plus des footballeurs internationaux. Et le métier de la restauration, c'est d'abord mon grand-père et mon père qui étaient là-dedans. Mais le côté humanitaire, si vous constatez dans mes engagements, dans ma chanson, et je crois que je suis la paire unique dans la famille qui a eu cette optique-là. Je crois qu'il y en aura encore d'autres qui suivront ce chemin parce que c'est un chemin noble. On ne donne pas tort à cela. Mais et par rapport à l'enfance que j'ai connue, quand j'étais enfant, j'ai vu beaucoup de choses aussi désagréables. Ouais, très jeune. Et voilà, j'ai connu des choses aussi désagréables, soit autour de moi, aussi ailleurs, des choses que je voyais. Et donc, ce mal-là pleurait en moi, en fait. Ouais. Donc, j'ai trouvé des moyens pour pouvoir m'exprimer, mais m'exprimer comment pour qu'on puisse m'entendre, peut-être par la chanson. Par la chanson. C'est ça, en fait. Et voilà, et j'ai connu aussi beaucoup des injustices et des risques aussi. J'ai pris pour des raisons, soit pour aider les gens. Ouais. Je suis allé travailler dans les endroits où il était interdit un ressortissant français ou un résident en France pour aller travailler là-bas, dans les endroits comme vous avez connu en Afrique, je ne sais pas, vous avez connu Ebola? L'épidémie Ebola? Oui, on a entendu parler d'Ebola, oui. Voilà, donc c'était en Guinée-Conakry en 2014. Ouais. Il était interdit, il y avait un décret du Quai d'Orsay qui interdisait les Français et aussi les gens qui résidaient en France d'aller dans ces endroits-là parce que c'était des endroits qui étaient affectés par ce virus. Ouais. Moi, j'ai pris le risque d'y aller. C'était en pleine zone rurale pour un contrat du travail avec Vinci Construction, essentiellement pour aller construire une route RN&D en Guinée-Conakry. Et cette population rurale avait besoin des managers, des gens qui pouvaient donner du travail et pour les protéger aussi des mesures sanitaires. Donc j'ai pris le risque d'y aller là-bas. J'ai protégé les expatriés qui étaient en train d'exécuter le projet, les habitants de cette zone locale. J'ai amené des valeurs, j'ai protégé. Et jusqu'à la fin de cette crise, il y avait eu zéro risque. Il se trouve que
ce virus était très, très, très délicat parce que si vous êtes atteint de ça, vous allez mourir, il n'y avait pas de traitement. Ouais, Et bien sûr. quand vous allez mourir, vous serez enterré à un endroit, personne ne sera là où vous serez enterré, même le corps ne sera pas rapatrié dans votre pays d'origine. Donc j'ai pris un risque, vous voyez un peu. Ouais. Travaillé, j'ai formé, j'ai donné du travail à des Guinéens sur place. Et tout ça, là, ça m'a donné, en fait, ça m'a écrit une histoire qui dirait, comme un écrivain qui peut écrire un livre. Bien sûr. J'ai dit, je dois déverser cette expérience vécue de mon enfance et à présent que je continue à découvrir par des chansons. Donc, si vous écoutez mes chansons chantent que des réalités, des choses que j'ai vécues et que je peux me défendre, que je peux expliquer, je peux démontrer et je peux aussi trouver la conclusion. Oui, et en plus, vous Voilà. avez parlé justement d'injustice. Et c'est le sujet de la rubrique avec Hélène, justement, c'est les blessures de l'âme. Et vous avez fait de vos blessures de l'âme une force. Et aujourd'hui, en fait, vous avez utilisé votre histoire pour transmettre des messages positifs à travers vos chansons, mais aussi à travers la créativité que vous utilisez pour vos plats, puisque vous les revisitez. Et c'est ça aussi qui est beau chez vous, c'est que vous alliez la cuisine africaine à la cuisine française. Oui, exactement. Exactement. Mais écoutez, je n'aime pas me situer géographiquement. Je dis toujours que je fais la cuisine du monde. Exact. Aujourd'hui, les gens ont du mal à décoller, ni leurs activités ne marchent pas comme ils veulent, parce qu'ils ont tendance à faire ce que tout le monde fait et ce que les autres déjà font. Alors que dans ce cas-là, il faut venir avec quelque chose qu'on n'a jamais vu et vous créez. Et quand vous créez, ça permet aussi au patron, si vous êtes un employé, le patron achètera moins des barquettes, des plats déjà préparés et que vous faites semblant de réchauffer et vous vendez aux gens. Ça, c'est de la tricherie. C'est vrai, il y en Faites a un aussi. cuisinier qui cuisine et qui crée des plats. Et des plats, dans ce cas-là, ce moment-là, vous aurez moins de concurrence. C'est sûr. Vous voyez? Oui, oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Et Voilà. en fait, vous faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse à vous-même. Vous êtes sincère et authentique et vous aimez donner du plaisir aux gens. Et donc, vous êtes un passionné, un grand passionné. Et tout ce que vous le faites avec le cœur et l'âme. Et ça se ressent, ça se voit à travers justement toutes vos créations, mais aussi avec vos chansons. Parlez-nous de votre actualité, Fordis Juvenal Bama. Actuellement, l'actualité, c'est quand vous le constatez tous les jours, tout est mouvement, tout est changement, on bouge, on a des projets en vue, Ouais. que ce soit aussi, côté traiteur et aussi côté artistique, quoi. Ouais. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, j'arrive à réfléchir avec ce que j'ai découvert à Paris, là où on s'est rencontrés avec vous. Je suis en train de chercher des partenaires, des sponsors, des producteurs dans ce panier-là pour faire des productions Ouais. dans le thème musical avec des services traiteurs de repas pour tout le monde, au moins pour véhiculer cette information-là que depuis un moment je souffre de ça. Je trouve que l'Afrique est en train d'aller prendre le chemin de la perdition. Le sentiment anti-français qui reprend un peu partout dans les pays francophones. Voilà. Donc moi je dis que quand vous m'avez vu à Paris, il n'y a pas très longtemps, Ouais. c'était une participation pour montrer, écoutez, on peut bien vivre ensemble tout en corrigeant des choses ensemble. Bien sûr. Il y a un adage qui dit, on ne quitte pas un diable qu'on connaît dans l'espoir de rencontrer un ange qu'on ne connaît pas, mais il savait que l'ange a une relation directe avec le bon Dieu. Tout péché que vous ferez sur terre, il vous trahira auprès du bon Dieu, alors que le bon Dieu, c'est lui qui détient le souffle de vie. Vous voyez? Ouais, C'est ce que je voudrais dire. Voilà. Donc, mes projets aujourd'hui, c'est cela. Je lance un appel. Je sais bien que vous êtes dans ce média, vous êtes une personne vraiment des médias, bien sûr. Et je cherche des sponsors, des partenaires, des producteurs, des projets que j'ai pour aider les gens, réunir les gens, faire de la musique, faire des repas pour tout le monde. Voilà, le vivre ensemble.
fait, pour venir renforcer le lien dans la dynamique du vivre ensemble. Exactement, Fordis, Juvenal Bama. Le message est passé, hein, justement, pour cette recherche de sponsors, de partenaires et ce beau projet pour un monde meilleur, pour le vivre ensemble, à travers la nourriture, mais aussi à travers les actions humanistes, comme vous faites. Fordis, vous restez avec nous. Je vous embarque maintenant dans l'instant coaching avec Hélène Kibaro. On parle justement des blessures de l'âme. Je pense que ça va vous parler. Hélène, comment on peut définir les blessures de l'âme? Alors, je pense que dès qu'on arrive sur Terre, il y a des choses que l'on vit déjà tout petit et qui vont vous blesser. Déjà, quand quelqu'un crie sur un enfant, ils ne se rendent pas forcément compte, mais ça touche l'aura, enfin ça touche le champ énergétique de la personne. Et déjà, ça peut être un traumatisme pour l'enfant. Donc ça c'est important justement, quand on crie sur un enfant, c'est un premier traumatisme pour l'enfant. C'est déjà un abus. C'est déjà un abus. Oui. C'est déjà une blessure d'abus qui peut être là, déjà un premier traumatisme, donc il va se rétracter. Et voilà, donc tout ça, ça génère de la peur. Et ces peurs sont elles qui paralysent justement et qui font, voilà, ces traumatismes, il faut les soigner, mais on n'en est pas conscient. C'est ça, en fait c'est ça, nous sommes pas conscients que le fait de crier, par exemple, que ce soit sur un enfant ou un adulte, va créer plus tard des traumas qui vont l'empêcher de se réaliser, de s'affirmer. Et ça va agir au niveau de l'estime de soi, du manque de confiance en soi. C'est énorme. Et ça, c'est important de justement de le dire. Mais pas que crier, parce que ça peut être fait avec des mots très gentils, mais très méchants en fait à l'intérieur. Ouais, dévalorisant. Par exemple, quand on dit à un enfant, toi t'es un paresseux et tu feras jamais rien de ta vie, c'est comme si on lui lançait une malédiction, parce qu'il a aucune protection. C'est ça. Psychique. Il va l'assimiler, il va dire, en fait, je suis paresseux. Voilà comment je suis. Voilà. Il a sa carte d'identité. C'est ça, exactement. Et donc, on le maintient dans cette caisse-là. Ouais. Et on n'ouvre pas, justement. Et l'autre jour, je faisais une émission avec une thérapeute qui agit beaucoup avec la puissance du pardon, etc. Et elle me disait, c'est très simple. Si vous voulez savoir si vous avez des peurs et quelles sont vos peurs, cherchez où vous avez une difficulté. Ouais. Derrière chaque difficulté, il y a la peur, il y a une peur. Ouais. Il y a aussi une blessure et il y a aussi une croyance. C'est tout ça à effacer, à transmuter. Et c'est tout le travail qu'on essaie de faire. C'est ça, c'est un travail qui est important. Et, exactement. Et qui peut se faire, c'est toute une vie. Hein. Toute une vie. C'est toute une vie de reprogrammer. Parce que en fait, on grandit avec des programmations, des conditionnements. Et parfois même, c'est au-delà, c'est-à-dire ce sont des mémoires transgénérationnelles entre justement les ancêtres qui nous transmettent des mémoires. Et après, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce package-là? Voilà, exactement. C'est marrant parce qu'hier, j'avais des amis à la maison et il y avait un thérapeute aussi et il me disait, voilà, je pense que quand on arrive sur Terre, on dit, oui, nous, on va apporter ça, on va résoudre ça, mais on prend tel truc à résoudre. On prend telle mémoire à résoudre, telle... Et donc, voilà, c'est courageux, hein, quand même. C'est du travail. Puis on se rend compte qu'il y a dans des fratries, dans des familles, certains enfants qui sont choisis, plus que d'autres. Voilà, qui vont résoudre plus que leurs frères ou leurs frères. C'est ça. Qui vont faire d'autres choses, mais moins importantes par rapport à cette guérison, parce que c'est une guérison constante, en fait. Guérison de l'âme. Et c'est très important parce que je pensais que dans les pays là où il y a eu des camps de concentration, etc., pour compenser, ils ont créé des centres de thalasso, des centres de bains, etc. Parce que je pense que ça lave les mémoires dans les cellules. L'eau. Je pense. Tout ça est lié parce que chaque traumatisme, ça va dans les cellules du corps. C'est ça qui doit provoquer les douleurs, les maladies, etc. On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à quel point. On parlait tout à l'heure ensemble des couples là. Et du fait que, souvent on entend, oui, mais c'est pas grave, je l'ai pas dit, j'ai trompé ma femme, mais elle le sait pas. Mais si c'est grave, elle le sait, dans son inconscient, elle le sait, elle le ressent, elle peut tomber malade, elle va croire que peut-être elle est en dépression, elle va essayer de se faire soigner et tout. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de... Et puis un beau jour, elle s'aperçoit que non, ça fait tant d'années que son mari la trompe, mais il n'a rien dit, il est parfait à la maison.
Et on croit que tout ça est normal. Ou alors, comme tu disais, les gens qui critiquent, parce que la critique, c'est un sport voilà. Pas national, il y en a beaucoup, mondial. Qui, malheureusement, mondial. critiquent. C'est rigolo, c'est amusant, c'est rigolo. Vont vous sourire avec le plus grand des sourires et derrière, qui vont vous poignarder parce qu'il y a vraiment la sensation de poignard. C'est ça. Cette lame qui vous rentre au niveau des corps subtils et après qui atteint le corps physique. C'est ça. Et en fait, on s'en rend pas compte sur le moment, mais toutes les comment dire, les blessures, les énergies, les mots sont puissants, les mots peuvent détruire. Les mots sont des armes, hein. Ils peuvent guérir ou détruire. Voilà. Fordis, quand vous entendez ça avec Hélène, ça vous parle? Oui, je me retrouve hein, dans... C'est ce qu'on pensait. Je me retrouve parce que, vite fait, j'ai connu un peu ces genres de situations quand j'étais ado, durant l'école primaire. En fait, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a des choses que les gens sont nés avec. Et parfois, ça mène à une confusion dans la société. Et ça débute d'abord dans le foyer d'où sort l'enfant, en fait. Moi, à l'école, je vais vous expliquer. Et pendant l'école primaire, je dormais en classe. Et du coup, les profs de cette époque me traitaient pour un élève sorcier. Ah. Pourquoi je somnolais simplement parce que tout ce que le prof mettait au tableau à l'époque, je voyais que c'était de la routine. Je connaissais ça, sans aller lire. Je connaissais ça. Et pour tester réellement si j'étais performant, comme on pouvait dire, un élève qui pouvait avoir des bons rendus. Et pendant les compositions, on a appelé ça, chaque mois, on faisait des compositions. On va voir la moyenne. Et quand on mettait les mêmes épreuves au tableau, c'était pour 1 heure. Moi, je faisais que 15 minutes. J'ai déposé. Et la prof disait, mais écoutez, tu es bandit, tu n'as rien fait, tu es pressé de partir, tu vas aller manger, encore déranger tes parents et tout, sorcier. Et la prof jette un coup d'œil dans l'épreuve, dans ma copie, et réalise que j'ai tout fait, on me reprochait rien, 0 faute. La prof me dit, mais tout de suite, je peux noter que tu es le premier de la classe avec ce que je vois là, il n'y a même pas quelque chose que je corrige là. Et comment en classe, tu dors, tu somnoles, et tu arrives à faire ça. Et c'est là où, quand je voulais parler, on ne me laissait pas parler. Et même à la maison, ça répétait. Hein. J'étais brimé par des oncles, parce que j'avais des oncles à cette époque qui n'étaient pas plus âgés que moi, on était un peu de la même génération. J'étais brimé, au fait. Et du coup, j'avais une espèce de... En fait, je disais que j'avais tort partout. Donc, ça. Je voyais des choses... Et je n'avais plus envie de C'était un hypersensible. Voilà, ça pouvait créer des scandales. C'est tout le problème des enfants surdoués et des hypersensibles. C'est un grand souci, ça, parce que c'est pas connu. Et en fait, ils souffrent énormément de tout ça, parce qu'on les catalogue, on leur met une étiquette de ceci ou cela, lui comme les autres. En fait, ils ont l'impression que c'est eux les coupables. C'est ça, alors que rien du tout. Ils sont ouverts sur d'autres connaissances, mais c'est pas connu. Mon fils qui a eu ces péripéties là, il m'a expliqué, je crois que c'était à l'âge de 15 ans, il me dit, tu vois maman, autrefois il y avait les téléphones portables, hein, les bebop, c'était les tout premiers, et il n'y avait pas les applis dedans. Maintenant, il y a des applis sur nos portables, on peut contacter ceci ou cela. Eh bien, dans notre cerveau, nous, les hypersensibles ou les surdoués et tout, c'est comme si on avait des applis supplémentaires que les autres n'ont pas. Donc, ils ne peuvent pas comprendre comment on fait ça. Ils croient que c'est parce que ceci, parce que cela, ou parce qu'on a des problèmes, alors qu'il n'y en a pas. C'est juste les applis. Et j'ai dit, mais comment on peut les télécharger, nous? Il m'a dit, il suffit de demander, il suffit d'ouvrir et de... Voilà. Donc, ça m'a beaucoup plu, cette métaphore-là, parce que je comprends mieux pourquoi les enseignants, pourquoi les parents ne peuvent pas aider, ne peuvent pas comprendre ces enfants. Mais parce que ce sont des enfants qui sont hyper connectés et ils ont des capacités comme là, Fordis qui vient de nous dire que justement il s'endormait mais en même temps... il assimilait tout. Il assimilait tout,
Parce qu'on peut dormir, mais écouter en même temps. Donc, ces enfants-là ont cette capacité. C'est un peu comme l'hypnose ericksonienne. Ils sont dans un état de conscience modifié, mais ils assimilent tout, ils entendent tout et ils peuvent après le retransmettre sans une faute. Voilà, mais tu sais, moi, mon fils, il allait que en demi-journée en CP parce que le docteur m'avait dit, écoutez, il ne faut pas l'embêter avec la maternelle, il va tout casser. Essayez de lui trouver une école à mi-temps et je trouve un CP à mi-temps. Donc, il y va l'après-midi et puis le premier contrôle qu'il a eu, il a 19. Ouais. Et là, je dis, mais il avait rien fait, tu vois. Et la maîtresse me dit, de toute façon, lui, il se branche et il a tout. Mais donc, c'était ce qu'il vient de nous raconter. C'est exactement ce que vient de nous dire Fordis. Et excusez-moi, juste pour compléter à ce sujet. Ouais. Vous savez qu'à l'époque, il y avait plus de radios que des télévisions, surtout dans certains pays d'Afrique. On suivait des informations... on avait toujours des postes radio avec des grands-parents. Vous savez qu'il y avait des émissions qui passaient à la radio où on parlait les langues qui n'étaient pas des langues de mon pays, bien sûr. Et c'est des adultes de cette époque qui connaissaient ces langues-là. Et parfois, j'étais avec le grand-père à côté, les émissions passaient. Et à la fin, le grand-père va me poser la question, mais tu as suivi l'émission avec moi tout le temps que tu n'avais rien à faire au lieu d'aller avec tes amis jouer. Et qu'est-ce que tu as compris là? J'ai commencé à expliquer au grand-père, voilà, on disait de ceci, cela, voilà, toute l'histoire est là. Il s'est retourné, il me dit, mais comment t'as fait? La langue là, c'est pas la langue de chez nous. Et comment tu fais, comment tu peux comprendre des choses qu'on est en train de dire là? J'ai dit, mais comme ça, écoute, moi j'avais une espèce de, si vous voulez, la tonalité, comme on dit aujourd'hui, la mélodie. Et ça m'a donné le sens des choses que je pouvais comprendre. Et c'était réel aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Mais très intuitif aussi. Hein. Oui, mais de toute façon, tout le monde est télépathe au départ. Voilà, exactement. Tout, que ce soit les animaux, les plantes, nous, etc. et à la naissance. Et puis, petit à petit, on ferme tout ça parce que l'éducation ferme plutôt que ouvre. C'est ça le problème. C'est qu'on essaie de nous mettre dans des cases alors qu'en fait, il faut être dans l'ouverture et accepter d'être différent. Et que c'est pas une tare. Unique, exactement. Et au contraire, c'est une richesse. Exactement. Il faut le dire à toutes les mamans et à tous les papas pour leurs enfants. Ne vous inquiétez pas trop. Cherchez, mais dites-vous que c'est sûr que les enfants de plus en plus ils arrivent avec ces richesses-là. Oui, exactement. Les générations-là, ce sont des générations hyper connectées et qui ont énormément de capacités. Et en fait, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver pour les parents qu'est-ce qui anime vos enfants, qu'est-ce qui les passionne. Et surtout, l'enfant, c'est pas nous. Faut pas, parce qu'il y a beaucoup de parents qui veulent réaliser leurs rêves à travers l'enfant, alors qu'en réalité, non, il faut le laisser s'exprimer, il faut le laisser être tel qu'il est et réaliser ses propres rêves à lui, pas à nous. Qu'est-ce qui lui apporte de la joie? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui lui apporte de la joie? Donc c'est vrai, Hélène, on parle des blessures de l'âme. Il y en a 5, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Surtout. On a presque tous vécu ces blessures de l'âme. Voilà. L'injustice, il paraît que la blessure d'abus dont on parlait tout à l'heure, elle fait partie de la blessure d'injustice. Et ça, tout le monde l'a dès le départ, puisque il suffit d'un mot, il suffit d'un geste, il suffit d'un cri, il suffit de rien du tout, parce que l'enfant, il arrive tout pur, tout net, il n'est pas... Voilà, au départ, c'était pas comme ça. Mais c'est vrai que la société aussi, la société actuelle, je pense de tout temps, il y a toujours eu des guerres ou des problèmes. Mais aujourd'hui, on est dans une société du va-vite, on est dans une société de consommation, on est dans une société du numérique, du réseau, où beaucoup de personnes se cachent derrière un avatar et font beaucoup de mal. Ah bah oui. Et ça crée encore plus de traumatisme. Oui. Alors, comment soigner les traumatismes? C'est ça, oui. Comment y arriver? Eh bien, c'est pour ça que j'ai fait ce film qui s'appelle God Mystère, parce que c'est un roman que j'ai écrit il y a maintenant 47 ans, au moins, que je n'ai pas du tout exploité, que j'ai rangé dans un placard. Et que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps. J'ai commencé à m'en occuper. Quand j'ai commencé à voir mes émissions, mes films, etc., j'ai ressorti ce roman. Je l'ai sorti en livre parce qu'il existe maintenant. Il est là. God Mystère. Donc c'est un très gros
un très gros pavé, et on a pu tourner donc la dernière partie qui est le nœud de l'histoire. Et c'est ça qui va être en télé dès ce soir et jusqu'au 27. C'est super parce que dans ce film que tu as vu, que j'ai vu, on voit en fait l'art du manipulateur, de la perversion, avec sa victime innocente, complètement, qui croit justement à un monde meilleur, à une meilleure place. Et qui veut voir le bien partout. Et qui veut voir le bien partout, mais qui se rend compte après. Oui. Après, de ce qui se cache. Oui, ce qui se cache derrière le visage. Mais elle est consciente quand même dans le film parce que elle veut voir le bien en sachant que c'est peut-être un démon qui est là devant. Elle a la conscience de ça. Elle entend la voix de son intuition, donc c'est ça dans tout le film. C'est en fait, elle a la guidance qui est là, heureusement, et c'est ça qui la sauve. C'est pour ça que des fois, il faut écouter un peu ses... Il faut écouter beaucoup. Pas des fois, souvent, il faut écouter ses intuitions, parce qu'elles sont là pour nous donner des messages et nous prévenir surtout. C'est ça qui est important, nous protéger. Parce que je pense que, Hélène, on a tous en nous ce côté ange et démon. Après, c'est à nous de savoir qui on veut nourrir. C'est ça. Et puis de toute façon, il y a tout le temps ces deux énergies qui sont en balance, l'énergie de construction, l'énergie de destruction, et c'est à nous de les harmoniser tout le temps. Et justement, parce que je viens de faire des émissions, moi, sur Bonheur TV là-dessus, très important, c'est très bien de voir le bien partout, c'est très bien, mais on ne peut pas nier les peurs, tout le monde a peur. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la puissance de la parole, comment créer les choses avec la parole, avec l'affirmation positive. Mais, par exemple, toi, tu veux, je ne sais pas, devenir danseuse étoile, mais tu as très peur, pour X raisons. Donc, tu peux dire, même si j'ai très peur, donc c'est ce qu'on fait dans le FT aussi, tu sais, même si j'ai très peur de ça, parce que, je demande quand même d'aller vers ce... Donc tu reconnais cette partie négative et tu fais l'équilibre. En fait, c'est important de la regarder en face. Ça peut plus te porter préjudice parce que tu la reconnais. Tu reconnais toutes les parties de toi, puisqu'on est tous baignés dans ce grand bain. Et c'est très, très important tout ça. Bien sûr. Et c'est cette prise de conscience, le fait de regarder en face ses peurs, ces traumatismes, de ne pas les mettre de côté pour pas que l'inconscient, justement, les cristallise au niveau de vos organes. Oui, il peut les mettre dans une... Il peut les bloquer et plus tard, des années plus tard, ça peut se transformer sous forme de maladie, de cancer et de pathologie auto-immune ou d'autres maladies. Et ce qui est important, c'est que dès qu'il y a l'information, dès qu'il y a l'émotion, je la regarde en face. C'est ça. C'est ça qui est important pour pouvoir déprogrammer. C'est vrai que comme tout va vite, on n'est pas toujours conscient de tout. C'est ça, ça passe vite. Et même une grande joie peut créer la maladie aussi. Ah bon, oui, bien sûr. Tu as un exemple? Par exemple, une grande joie, il y a eu un gagnant du loto. Il a gagné une grosse somme au loto. Donc, cette joie a créé ensuite un choc, une peur qui a fait qu'il s'est suicidé. Mince, quel dommage. Et c'est pour, bien sûr, et c'est pour ça que, en fait, on dit toujours, une forte émotion positive ou négative peut créer chez l'individu qui n'arrive pas à canaliser ce trop-plein d'émotions, d'énergie. Il n'arrive pas à le gérer, en fait. Il n'arrive pas à le gérer et peut créer des pathologies, même les crises cardiaques. Ah oui. Pareil. Une grande joie peut, quand on rigole de trop. Ça aussi, il y a des personnes qui sont mortes de rire. Et c'est une expression, mort de rire. Le cœur, il a lâché. Mais c'est pour ça qu'il est important, justement, de prendre conscience de ça, de canaliser et de libérer, justement, ces émotions. C'est déjà la fin de l'émission, ça passe tellement vite. Hélène, où est-ce qu'on peut trouver vos livres, vos CD? Le disque du film. Voilà, il est sur Internet, il est sur toutes les plateformes. Ça s'appelle God Mystère. Le film sort sous forme de série, donc dès ce soir sur Demain TV et jusqu'à la fin de la semaine. Et le film, je suis en train de m'en occuper pour que ça aille dans les salles de cinéma. Il y a encore du travail à faire, donc j'ai été très très occupée avec ça. Et puis pour tout ce qui est, toi tu dis coach, mais moi c'est sûr c'est à travers les livres que j'ai écrits qui racontaient mon expérience et les solutions que j'avais trouvées et tout. On fait des conférences et après quand il y a des conférences, on finit par faire des formations et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Exactement ça, mais je pense que quand on est dans ce domaine-là, on est guidé, on suit les intuitions. Voilà.
Alors, c'est sûr qu'on a multicasquette, hein, parce que voilà. C'est ce que je disais, hein, un peu comme Fordis. Fordis, justement, un dernier mot, c'est la fin de l'émission. Vous aussi, vous êtes multicasquette et vous aussi, vous avez utilisé justement, vous avez transformé vos faiblesses, vos blessures de l'âme en force et on le voit à travers tout ce que vous faites. Oui, exactement. Surtout, une façon de passer l'information à des gens aussi qui vivent la même histoire que nous, bien sûr. Et une façon aussi de leur dire que parfois, vite aller voir le médecin quand on est confronté à ce genre de situation, on peut encore en devenir de plus belles malades. Parfois, on n'est pas malade au fait. C'est ça. C'est juste trouver des moments de joie, faire ce que le cœur vous dit de faire, écouter soit la musique. Voilà, occupez-vous de quelque chose qui est une passion pour vous, que vous aimez, soit des dessins animés, des films, lire des journaux, des choses comme ça. Voilà. Merci. Donc, pour moi, c'est une façon que j'ai réglé certaines choses, comme je vous disais au départ, le souci qui pleurait en moi. Voilà. C'est ça. Et des rencontres avec des humains, discuter avec des humains, et aller vers les associations, demandez-leur si vous pouvez préparer pour eux à titre gracieux, regrouper les gens sont contents, ils ont mangé, ils discutent. Et c'est là où vous allez découvrir que beaucoup de gens qui sourient, mais le sourire là ne s'arrête pas là, ça cache beaucoup de choses derrière. Parfois, une souffrance. Donc, autour des repas que vous appelez les gens gratuitement, vous mettez l'ambiance, vous discutez, vous pouvez encore découvrir des choses, vous écouter certaines choses assez profondes qu'on ne peut pas dévoiler auprès d'un avocat, une justice, commissaire de police, mais c'est seulement un humain qui a montré une gentillesse et ça fait une rencontre. En fait, vous allez découvrir la chose que la personne, parfois des difficultés que traversent certaines personnes. Bien sûr, Fordis. En tout cas, merci beaucoup. Merci Fordis Juvénal Bama. Merci Hélène Kibaro pour ce que vous êtes, ce que vous transmettez. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission Tout en couleur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.